Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va revenir du côté des newsas, comme on aime, puisque la semaine dernière, j'ai été pas mal occupé avec les tests des casques et du FSR. Si vous avez manqué ça, n'hésitez pas à aller regarder. Et du coup, on va voir ce qui s'est passé au niveau des news la semaine dernière. C'est parti. Alors, on commence avec deux news qui sont plus ou moins en rapport l'une avec l'autre, mais je dirais que ça concerne un petit peu plus le marché des GPU au global. C'est que les 6600 XT chez AMD commencent à apparaître dans les drivers d'AMD, et de l'autre côté, chez Nvidia, on entend parler d'une augmentation de la production actuelle pour avoir plus de cartes sur le marché en juillet, même si apparemment ce serait une production qui serait un peu orientée vers les cybercafés dans un premier temps. Alors pourquoi les cybercafés? Alors oui, les cybercafés en Europe et en Amérique, c'est un petit peu mort, même s'il doit en rester quelques-uns. Par contre, dans certains pays comme la Chine ou la Corée et certains autres, les cybercafés, c'est encore très populaire. Et avec la réouverture de ceux-ci, avec la fin de la pandémie et compagnie, il y a sûrement une forte demande en GPU aussi pour ces cybercafés. Donc qu'une partie de la production soit fléchée là-dessus dans un premier temps, ça paraît pas déconnant, mais ça veut pas dire qu'on ne retrouvera pas aussi plus de 3060 sur le marché à partir du mois de juillet. Et pour les 6600 et 6600 XT, on entend de plus en plus parler d'un lancement d'ici pas trop longtemps pendant l'été. Ça fait un moment que je le dis, mais le moment où on verra débarquer les cartes, enfin les GPU milieu bas de gamme, ça voudra dire que la situation globale au niveau approvisionnement GPU aura changé. Puisque tant que le haut de gamme, les cartes les plus chères, se vendent comme des petits pains, il n'y a aucune raison pour les deux marques de sortir les modèles les moins puissants, puisqu'en gros ce serait s'auto-concurrencer. Pourquoi vendre une carte qui marge moins quand on peut vendre les cartes les plus chères? Ça n'a pas grand intérêt pour les deux marques. Donc dans un premier temps, tout ce qui était 6600 et 3060, le gros de la production était balancé vers les PC portables, tout simplement. Mais bon, on a bien vu que dernièrement, les prix commencent à baisser un petit peu, que les stocks commencent à s'accumuler un petit peu dans certaines boutiques sur certains modèles de GPU, et donc que la situation au global commence à évoluer, tout simplement. On a passé une marche, on voit des rigs de minage arriver sur le marché de l'occasion. Tout ça, ça veut bien dire qu'il y a une certaine dynamique qui est en train de changer. Ça va pas se passer du jour au lendemain, j'arrête pas de le dire, mais clairement c'est là. Donc du coup, de voir arriver les cartes milieu bas de gamme, au niveau stratégique, les voir débarquer quand la situation est en train de changer, plutôt logique. Puisque bon, une fois que les cartes les plus haut de gamme se vendent un petit peu moins bien, c'est un peu le moment d'ouvrir les vannes sur les cartes un petit peu moins chères. Puisqu'au niveau capacité de production, les cartes les plus bas de gamme, c'est celles qu'AMD comme Nvidia peuvent produire en plus grosse quantité. Sur une galette de silicium, on peut mettre beaucoup plus de Navi 23 que de Navi 21 par exemple. Et en plus de ça, ça permet aussi un petit peu de contrecarrer la revente de GPU d'occasion, puisque qui dit baisse de la rentabilité des cryptos et de revente de matos de minage dit beaucoup de GPU d'occasion sur le marché. Et donc de sortir beaucoup plus de cartes milieu bas de gamme moins chères sur le marché à ce moment-là, ça permet de proposer un certain dilemme aux acheteurs. Est-ce que vous voulez vraiment acheter une carte d'occasion qui a tourné on ne sait pas combien d'heures à tel prix, ou est-ce que vous voulez pas plutôt notre carte qui vient de sortir, qui est toute neuve, qui sera garantie 2 ans, et qui offre des performances similaires par exemple? Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter une GTX 1660 Super ou une RX 6600 ou une RTX 3050? Je pense qu'au niveau du dilemme, si le tarif est plutôt similaire, voire un tout petit peu plus cher pour la carte neuve, j'avoue que personnellement moi-même je me dirigerais plus facilement vers une carte neuve. Donc les deux marques ne veulent pas se faire avoir comme elles se sont fait avoir à l'époque du premier boom des cryptos en 2017, où ils s'étaient un peu retrouvés à poil au moment du crash. Il y avait énormément de stocks à écouler, ça a un peu retardé la sortie des RTX 2000 d'ailleurs, puisqu'il fallait liquider toutes les cartes en génération Pascal qui avaient été produites à l'époque.
à des prix moins hauts que ce qu'ils auraient voulu. Et ça a un peu plombé la série 2000 également par la suite, puisque du coup, la génération 1000 était de très bon marché. Donc bref, ne vous y trompez pas, le fait que ces cartes-là arrivent si tard après le lancement des nouvelles générations, je pense que c'est la première fois que les 3050, enfin que la série 50 chez Nvidia met autant de temps à arriver après la sortie des modèles plus haut de gamme, et chez AMD c'est pareil. Donc bref, on verra comment ça évolue, on verra si effectivement on voit plus de 3060 arriver pendant l'été. Est-ce que les 6600 vont sortir également avant la rentrée? C'est très probable. Chez Nvidia, on entend toujours plus de news au sujet des 3050, hein, on en entend plus beaucoup parler depuis un moment. Chez AMD, c'est pareil, les 6600 et 6600 XT, c'est cool. On entend aussi une 6700 tout court, puisque pour le Navi 22, donc qui équipe les 6700 XT, on n'a également qu'un seul modèle de carte sur le marché actuellement. La plus grosse, la 6700 XT. Pas de 6700 tout court à l'horizon pour l'instant. Et donc, autre news un petit peu moins sympathique ici, c'est qu'AMD enlève le support au niveau des drivers des Radeon RX 200 et 300 et des Fury. Alors ça suit un petit peu ce qu'NVIDIA avait fait il y a quelques semaines avec la génération Kepler, où pareil, ils avaient arrêté le support des GPU officiellement dans les drivers. Alors ça veut pas dire que les cartes ne vont plus fonctionner, ça veut juste dire qu'il n'y aura plus de mise à jour au niveau optimisation et au niveau bug majeur, et c'est un petit peu là-dessus que je trouve que c'est le plus embêtant. Je suis d'accord, hein, au bout d'un moment, on doit arrêter de prendre en charge des trucs très très vieux, c'est plutôt logique, ça demande du temps de développement, c'est du taf. Mais est-ce que c'était le moment de faire ça en pleine pénurie de GPU, quand ce sont des GPU qui proposent des performances encore tout à fait honorables, hein. Si on prend par exemple sur Twitter Hardware Unbox qui parlait justement du sujet, si on prend la R9 390, alors la 390 à l'époque elle était avec 8 Go de RAM il me semble, quand les 290 étaient avec 4, et qu'au niveau des performances on est au niveau d'une GTX 1060, donc d'une RX 480, 580 et compagnie aussi. Donc ce sont des cartes qui sont en fait en 1080p tout à fait correctes. Donc c'est vraiment moche de couper le support des drivers pour ces cartes-là, hein, qui sont encore tout à fait utilisables à l'heure actuelle. Donc bon, c'était carton rouge pour Nvidia quand ils ont fait ça, c'est carton rouge là aussi pour AMD. Le minimum, hein, je pense, c'était quand même d'attendre la fin de la pénurie pour couper complètement le support dans les drivers. Faut pas se faire d'illusions, il y avait déjà plus d'optimisation de fait pour ces cartes-là, c'est quasiment sûr et certain. Pour les cartes d'NVIDIA, c'était pareil. Mais par contre, qu'ils gardent au moins la possibilité de régler les problèmes en cas de bug majeur dans certains jeux, c'est quand même le minimum syndical, jusqu'à ce que la situation au niveau approvisionnement soit plus ou moins réglée. Et là, ça fait juste moche au niveau timing. Alors, autre news un petit peu exotique, hein, qui fait le tour en ce moment, c'est que AMD en Chine, hein, vend apparemment des petites cartes mères avec une APU de Xbox castrée. Donc on se retrouve avec un CPU avec 8 corps 16 threads en Zen 2, donc l'équivalent des Ryzen 3000 chez nous, avec 16 Go de GDDR6, et donc pas de partie graphique. Puisqu'il faut, comme on le voit ici, rajouter un GPU, puisque la partie graphique est désactivée, et c'est un petit peu dommage. Je vous avouerai que si la partie graphique, même pas entière, avait malgré tout fonctionné, avait été activée, ça aurait été hyper intéressant de voir ce que ce type de matériel apporterait sur un PC de bureau. Purement pour la science, hein, même si les performances n'étaient pas folles, ça aurait été intéressant de voir. Mais bon, je présume que ça aurait demandé de l'optimisation au niveau driver, pas mal de taf, du coup ça paraît logique que ce ne soit pas le cas, mais au moins, si on avait eu un minimum quelque chose qui proposait l'affichage, ça aurait été intéressant. Et je dirais que même là, en l'état, je suis plutôt curieux de voir ce que ça donne au niveau des performances, puisqu'au niveau du système mémoire, enfin l'interface mémoire, ça n'a rien à voir avec nos PC classiques, hein, puisque là on est sur de la GDDR6, et pas sur de la DDR4 classique. Donc, je suis curieux, j'espère qu'on verra des tests passer à droite à gauche avec ce type de matos, puisque c'est quand même assez intéressant, hein. C'est clairement du matos qui n'est pas normalement destiné au PC de bureau,
Par contre, je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'utiliser ces puces défectueuses plutôt que de les balancer. Au moins c'est recyclé et c'est quelque chose qui est probablement utilisable et suffisant pour beaucoup d'utilisations. La grande inconnue, c'est le tarif. Ici, hein, dans l'article, il parle de entre 250 et 400 $. Alors autant à 250 $, je trouve que pour un truc quasiment tout en un, c'est plutôt pas mal. 400 $, c'est moins intéressant. Mais là, si c'est pas cher, un petit truc ITX, si les performances sont plutôt au rendez-vous, pourquoi pas, je trouve ça plutôt intéressant. Autre news au niveau du FSR, pendant qu'on est dans l'histoire de la Xbox, c'est que le support officiel du FSR d'AMD a été rajouté dans le development kit de la Xbox, donc Series X et Series S, et je dirais que c'est plutôt une bonne chose, hein, puisque la technologie, comme on l'a vu, que ce soit mon test à moi ou au global sur le net, les retours sont quand même plutôt positifs autour de la technologie. Pour un premier jet, le FSR, c'est plutôt sympathique. Donc le fait que ce soit amené officiellement sur Xbox, pourquoi pas, c'est plutôt une bonne chose, puisque bon, pour que ce type de techno soit le plus répandu possible, il faut que ça fonctionne sur le plus de matériel possible. La Xbox, c'est quand même un gros morceau pour les développeurs. Je pense que ça aidera à ce que la technologie se répande encore plus sur PC. Et en plus de ça, pour la Xbox en elle-même, pour l'instant, il n'y a pas de technologie made in Microsoft au niveau de l'upscaling, donc le FSR, ça reste ce qu'il y a de plus intéressant par rapport à tout ce qui est checkerboarding et compagnie qui faisait jusqu'ici sur Xbox ou des résolutions adaptives. Le FSR, c'est plutôt quelque chose de bienvenu. Alors, en passant, pour ceux qui aiment bien se tripoter la nouille, sur les benchmarks, 3D Mark vient de lancer un nouveau benchmark pour processeur qui apparemment fait la part belle au multithreading. Donc si vous avez un Threadripper et que vous aimez vous palucher, ce petit benchmark est fait pour vous apparemment. Donc astiquez-vous bien, personnellement j'en ai rien à foutre. On continue avec DG2. DG2, on en entend beaucoup parler en ce moment, parce qu'il y a pas mal de tests et de performances qui sont donnés selon les modèles. Apparemment, un modèle avec 256 execution units cadencé à environ 1,4 GHz, ça offrirait les performances d'une GTX 1050. Ce qui n'est pas très impressionnant, on va pas se le cacher. Alors on n'a pas beaucoup de détails, après c'est Geekbench. Geekbench, ça veut pas dire grand chose. Ce qui sera vraiment intéressant de voir, hein, c'est qu'est-ce que ça va donner une fois que les fréquences seront vraiment au niveau, hein, puisque bon, pour ce qui s'agit de DG2, avec 512 unités de calcul comme on l'attend pour les PC de bureau, on attend plus du 2 GHz environ que du 1,4. Voire plus que 2 voire encore plus que 2 GHz. Et avec le double d'unités de calcul. On n'a pas d'autres informations. C'est un petit peu dommage. Et c'est un petit peu ce qui est embêtant en ce moment avec tous les scores que l'on voit à droite à gauche au niveau de DG2. C'est qu'il n'y a rien de vraiment représentatif de ce qu'on risque d'avoir avec la puce entière. Parfois il y a des résultats qui sont encourageants, parfois il y en a d'autres qui sont un peu décevants, voire qui font un petit peu peur. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la cible pour Intel au niveau du DG2, du plus gros DG2, c'est des performances avoisinant celles de la 3070, de la 2080 Ti, en gros c'est ce qui était prévu à la base. Donc on attend d'en savoir plus. Et donc on termine les news avec Windows 11, il y a un shitstorm énorme actuellement au niveau de Windows 11, enfin le bad buzz est total, hein. On a quand même affaire à du Microsoft à son meilleur, hein, du Microsoft sauce Windows 8, Windows Vista, voire Millennium Edition pour les plus anciens d'entre vous. Souvenez-vous de ces petites gemmes, c'était formidable. Là encore une fois, hein, c'est un peu n'importe quoi. Que ce soit au niveau des prérequis, au niveau matériel pour Windows 11, on aurait des machines avec des processeurs très récents du type Ryzen de première voire seconde génération, enfin certains Threadripper, ou des processeurs de chez Intel de génération 8, ou enfin 7 je crois, ça passerait pas, alors que ce sont des processeurs tout à fait capables de faire tourner Windows 11, il n'y a pas de souci, mais ce serait en grande partie des histoires de sécurité et d'autres raisons très probables de la part de Microsoft. On a aussi toute cette histoire de module TPM. Là aussi, c'est des options de sécurité
que Windows essaye d'imposer avec Windows 11, qui existait déjà depuis longtemps, hein, que ce soit ça ou les BIOS UEFI, qui seraient apparemment obligatoires pour Windows 11, tout ça, ça fait pas rêver, quoi, hein. Surtout qu'en plus, la plupart de ces checks, de ces protections, entre guillemets, sont contournables, hein. On peut installer Windows 11. J'ai vu sur Twitter passer des gens qui l'installaient avec un Pentium 4, donc toutes ces protections, tous ces checks qui sont faits au moment de l'installation sont contournables pour l'instant, donc je dirais qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir au niveau support, même de bécanes assez anciennes, ça devrait fonctionner. Par contre, par exemple, l'histoire des modules TPM, les modules TPM, c'est très probablement dans votre carte mère, c'est très probablement caché quelque part dans le BIOS, on peut l'activer, du coup c'est pris en compte, mais il y a certaines cartes mères où c'est un module à part. Et dans ces cas-là, de ce qu'on a vu passer sur Twitter, là aussi, les scalpers sont déjà en train de s'amuser à faire grimper les prix de ces 10 modules, hein, puisqu'on voit ici par exemple un module pour une carte mère Gigabyte qui est passé de 25$ à 100$ en 12 heures. Donc ce n'est pas que le marché des GPU qui est concerné. Dès qu'il y a du pognon à se faire d'une façon ou d'une autre avec du matos ou n'importe quoi, les scalpers sont en embuscade. Et puis il y a aussi toute cette histoire de connectivité, là aussi, hein, là ça rappelle un petit peu l'histoire de la Xbox One, où ils avaient tenté d'imposer une connexion internet obligatoire permanente pour jouer à sa console à l'époque, hein. Souvenez-vous, ça avait fait un flop monstrueux. Et bien là, ils essayent un petit peu de nous refaire la même, puisque apparemment au niveau de l'installation, Microsoft essaye en gros de vous obliger à utiliser un compte Microsoft pour vous mettre votre session Windows. Alors c'est déjà plus ou moins le cas sous Windows 10, mais il y avait moyen de contourner ça assez facilement. Là, ce serait encore une fois un petit peu plus compliqué. Il y a déjà des gens sur Twitter, là encore, qui ont trouvé moyen de contourner ça, hein. On regarde ici. Au niveau de l'installation, une fois que c'est terminé, et qu'on vous demande de vous connecter à votre compte Microsoft, il n'y a qu'à débrancher le câble Wi-Fi ou Ethernet, d'attendre 30 secondes, là on va vous proposer d'utiliser un compte offline. Vous faites un compte offline, vous vous loguez, une fois que vous êtes sur le bureau, vous pouvez rebrancher votre internet et ça fonctionne. Débile, débile comme bien souvent. Alors après, il faudra encore voir si ça permet vraiment d'utiliser tout le temps son PC en mode hors ligne comme ça, sans faire de compte Windows. Microsoft, bref, c'est du Microsoft à son pire, hein. J'ai quand même l'impression que Windows 11 s'est mal barré, je le sens pas. Je le sens pas sur ce coup-là. On verra bien comment ça évolue, après ils ont encore le temps de modifier certains trucs. Mais en tout cas, niveau bad buzz, c'est quand même déjà mal parti. Après, tout ce qui est niveau interface et compagnie, comme bien souvent, quand ça change, on est un peu paumé, on n'aime pas trop ça. Est-ce que pour autant c'est pas bien? On verra bien, personnellement j'ai pas testé. J'ai pas envie de tester non plus pour l'instant. Windows 11, ça me dit rien. On verra au fur et à mesure, au moment où ça sortira, si ça vaut le coup d'upgrade ou pas. On sait aussi que ce sera un upgrade gratuit pour les possesseurs de Windows 10. Ce qui est plutôt une bonne chose, personne n'avait en plus envie de racheter une clé. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on a eu cette semaine au niveau des news et un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans le milieu de la tech que j'ai trouvé plus ou moins intéressant. J'espère que vous allez trouver des infos intéressantes dans le lot. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tous les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez aider la chaîne, concrètement. N'hésitez pas également à passer sur Discord, sur Twitch et toutes ces choses-là. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!